Alors, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Deuxième session donc de prendre soin de la planète. Ce soir avec un sujet qui, j'espère, vous intéressera sur le climat. L'esprit à la naissance de nos actions. Alors l'intitulé, c'était « Prendre soin de la planète » et cette session, c'est l'esprit à la naissance de nos actions. Comment on peut passer à l'action? Qu'est-ce qu'on peut faire pour agir? Comment on peut apporter notre contribution quand il s'agit du réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle individuelle? Sachant qu'il devient de plus en plus difficile d'agir sans faire de mal, sans heurter. Donc cette première session qu'on a faite, c'était sur la joie, l'importance de développer en nous une joie puissante qui permet de faire face aux obstacles. Et ça naissait de la manière dont on percevait, on relayait et on comprenait l'information. Et on voyait aussi que une cause qui pouvait détruire notre joie à agir pour le climat, pour les choses qui sont des grands obstacles modernes, c'était également de considérer cette planète de manière exagérée, en ce sens de lui vouer des qualités qu'elle ne possède pas vraiment. Donc c'est vraiment ces deux aspects qu'on a vus il y a 2 semaines, et aujourd'hui on va passer à l'esprit à la naissance de nos actions. Dans ces 4 modules qui vont nous conduire à chaque fois vers un peu plus d'action, on va comprendre des sujets importants du bouddhisme dans ce qu'ils peuvent nous raconter du climat. Moi, je ne suis pas un expert du climat, ça je pense que vous l'aurez vite compris, mais j'ai étudié le bouddhisme et on peut comprendre les grands obstacles de la vie avec ces enseignements multimillénaires parce qu'ils nous racontent quelque chose de pratique pour passer à l'action. C'est vraiment une théorie de l'action, le bouddhisme, je le crois profondément. Donc, commençons par l'esprit à la naissance de nos actions. Et ça peut être déjà un petit peu décevant quand on vient à une session sur le climat parce qu'on se dit « Ah ouais, mais non, mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Moi, je voulais passer à l'action. Là, c'est l'esprit à la naissance de nos actions. » Mais on s'en fiche de l'esprit. Moi, c'est voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On va créer un groupe, on va agir tous ensemble, on va faire quelque chose de concret. Et quand on revient à l'esprit, alors qu'on voudrait agir et passer à l'action, on a l'impression d'être un peu déçu quand même. On se dit, ouais, bon, l'esprit, encore un petit peu un truc d'intellectuel. Et ça, c'est vraiment la session d'aujourd'hui. J'y ai tenu à ce qu'on parle de l'esprit à la naissance de nos actions parce que c'est fondamental. Et dans notre culture, on fait une différence importante entre d'un côté l'esprit et de l'autre l'action. D'un côté, il y aurait cette action pure, complètement dénouée de motivation, qui est simplement dans l'action, dans l'héroïsme presque, et de l'autre, il y aurait la pensée pure qui n'est aucun but à agir ensuite qui soit purement intellectuel. Donc vraiment cette abstraction, la pensée qui ne serait que pour réfléchir à des choses qui sont des concepts abstraits, et de l'autre, l'action pure. Et si pour le climat, on devait penser qu'il n'y a que l'action qui compte, on se dirait il faut agir de manière la plus efficace qui soit. Quelle serait la manière la plus efficace d'agir pour le climat aujourd'hui si on omettait toute la partie intellectuelle, la partie motivation, la partie de l'esprit? Eh bien, on en viendrait à souhaiter des actions les plus puissantes, efficaces, extrêmes peut-être même. Et que si on oubliait l'esprit,
on se dirait, mais voilà, pour lutter contre le réchauffement climatique, la meilleure chose à faire, c'est de créer une cellule terroriste et puis d'aller exterminer tous les preneurs de décisions qui prennent des décisions contre l'intérêt de la planète. Si on devait simplement penser que l'action est la seule chose qui importe et que si on doit traiter du climat, il faut absolument passer à l'action et qu'on pense que l'action est totalement séparée de la pensée, de l'esprit, alors on en viendrait justement à cet extrême. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'on va faire, nous, aujourd'hui. Parce qu'on voit que si on devait se lancer dans une cellule terroriste ce soir, ce que je ne vais certainement pas proposer, il y aurait des problèmes. Et le premier problème, ce serait de se blesser nous-mêmes. Toute action motivée par l'aversion, la haine, c'est déjà une blessure à notre encontre. Et si ces actions extrêmes peuvent avoir une portée rapide, à court terme, on voit bien dans l'histoire de l'humanité que ça n'a jamais résolu de problème à long terme. Et que si on voulait forcer les individus à agir, ils ne le feraient jamais de bon cœur. On voit que c'est très difficile de forcer les gens à ce qu'ils changent d'habitude. Si on dit arrêter de voler sans que des personnes aient compris les problèmes de prendre l'avion, peu de personnes vont le faire. Et d'ailleurs, ils vont se sentir un peu blessés, ça va créer une forme d'animosité en eux. Donc, si on prend l'action et l'esprit comme deux choses totalement différentes, alors le sujet d'aujourd'hui va un petit peu tomber à l'eau. Mais, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, la connexion entre l'esprit et l'action est fondamentale. Et c'est peut-être dans notre culture aussi pas une mode, mais quelque chose de valorisé, de penser que les actions doivent être héroïques. On a vraiment une culture de l'héroïsme, culture de si je dois agir, il faut que ce soit positif, il faut que ce soit visible. Si je dois agir pour le climat, ça doit être quelque chose qui doit être vu, qui doit être un petit peu... on a Superman, on a Spider-Man en ligne de mire, on a les super-héros, parce que pour nous, l'incarnation même de l'action, c'est ce qu'on voit un petit peu dans les films aussi. Des gens qui, par une seule action, vont sauver quelque chose. Et quand on pense à la problématique du climat, par exemple, et qu'on se dit que je propose, ah ben tiens, on va essayer de passer à l'action, on va essayer de faire quelque chose, et ben on espère peut-être qu'on va arriver à trouver une forme d'héroïsme en nous qui va nous faire agir de manière chevaleresque presque. Mais il y a différents types d'actions. Et ça, si c'est une forme d'action, l'action n'est pas circonscrite à l'héroïsme. Il y a une autre forme d'action dans le bouddhisme qui est très importante, c'est l'abstinence de l'action. Se retenir d'agir. Ça, c'est une forme d'action. Et ça va être important pour la session d'aujourd'hui, c'est de voir que, en lien avec le climat, il ne faut pas penser que l'action réside dans quelque chose de positif, d'héroïque, d'extraordinaire. L'action de ne pas faire, de se réfréner, de se réfréner, c'est une autre forme d'action. Et on le verra dans 2 semaines, la non-violence, elle commence par se réfréner d'agir. On va voir que la non-violence, traditionnellement, ça a peut-être changé un petit peu dans sa dénomination aujourd'hui, mais la non-violence, historiquement, c'est une action de l'esprit qui nous fait nous réfréner d'une action destructrice. Donc, dans les champs possibles d'action, il y a ne pas faire, mais il y a aussi encourager les autres à agir, les aider, enseigner, montrer l'exemple. C'est une autre forme d'action. Une autre forme d'action, c'est d'agir à la source sans que ça se voit tout de suite. Et c'est une forme d'action, ça. Méditer, par exemple,
Ce n'est pas quelque chose qui se voit tout de suite. Ce n'est pas quelque chose qui a une répercussion directe, visible. Parfois, ces choses qui se transforment dans l'esprit, il n'y a pas un petit indicateur qui fait « François, tu atteins le niveau 3 ». Non, ça ne se voit pas nécessairement. C'est très, très subtil et on a vu la fois dernière que les transformations positives sont très lentes, comme un arbre qui pousse. C'est très lent d'observer la pousse d'un arbre. Une autre manière d'agir, c'est d'agir à créer un environnement propice à l'action physique. Se libérer du temps, par exemple. C'est une autre forme d'action. Mais revenons à cet esprit à la naissance de nos actions. Pourquoi l'esprit à la naissance de nos actions? Parce qu'on n'est pas des robots. On l'oublie que chacune de nos actions est motivée par quelque chose. Alors, motivation, ça ne veut pas dire que chaque fois que je bouge, je vais avoir un dialogue intérieur en me disant « je bouge parce que je veux ça ». C'est inné, c'est automatique, mais néanmoins, chacun des mouvements qu'on fait, chacune des actions dans lesquelles on se porte, chacune des paroles qu'on a sont motivées par quelque chose de particulier, parce qu'on pense foncièrement que ça va nous apporter quelque chose. Et on pourrait faire l'exemple de passer quelque temps en méditation, j'espère qu'on le fera peut-être dans la session si on a le temps, mais de s'émerveiller presque de ce que chacune de nos actions est motivée par un élan de l'esprit. Si on n'avait pas de motivation dans nos actions, on serait des robots. Je ne pourrais même pas commencer à sortir dehors parce que j'aurais aucune raison de le faire. Je ne pourrais pas marcher parce que pourquoi je marcherais? On a tous une motivation derrière chacune de nos actions, derrière chacune de nos paroles, en lien avec quelque chose qu'on ressent. Si on a sur le moment une sensation déplaisante, on va nécessairement réagir. Et on voit quand on parle à quelqu'un et qu'on entend une parole un peu plus forte qu'une autre, immédiatement on réagit non pas par raison, mais parce qu'on a quelque chose en nous qui nous pousse émotionnellement à agir. Donc pensez que d'un côté, il y aurait cette action complètement héroïque, magnifique, et de l'autre, la pensée, que la pensée soit seulement dans la sphère intellectuelle, c'est une méconnaissance totale de l'esprit, parce que depuis plus de 2500 ans, 5000 ans, on voit, et les méditatifs, les contemplatifs, voient à quel point chacune de nos actions est motivée par une forme de conscience, par une émotion particulière. Nous sommes très peu raisonnables comme êtres. Nous sommes motivés sans arrêt par nos émotions. Mais revenons au réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, il a des causes. Ces causes principales, premières, ce sont les gaz qui sont émis dans l'atmosphère et qui créent un effet de serre qui réchauffe la planète. Donc, je vais partager avec vous un écran de quelque chose que j'ai trouvé dans... c'est un rapport, je ne sais plus la source, de World Resource Institute. Vous pouvez regarder un petit peu les causes, parce que c'est important de comprendre les causes. Quelles sont les causes du réchauffement climatique? Donc, on voit à gauche les domaines. À droite, ce sont les gaz. Donc, il y a, excusez-moi, c'est en anglais, hein, il y a dioxyde de carbone, méthane et nitrous oxide, c'est du dioxyde d'azote, je pense. Oui, ça doit être dioxyde d'azote. Donc, on voit les secteurs à gauche, les transports qui sont responsables à 14%, l'électricité, l'industrie, l'agriculture. Et au milieu, on voit les utilisations précises. Les utilisations précises. Mais quand on voit cet organigramme, on se dit, mais comment, nous, on peut agir comment? Si on voit déforestation, par exemple, il y a 11%, c'est responsable à hauteur de 11% des gaz à effet de serre. On voit aussi que dans l'agriculture, il y a pas mal de choses.
Mais un organigramme comme ça nous permet assez difficilement de savoir sur quoi on peut agir. Qu'est-ce qui est de l'ordre du nécessaire là-dedans, de l'indispensable et de l'ordre du superflu dans les causes. Parce que nous, ce qu'on veut essayer de faire à travers l'action qu'on peut essayer de proposer dans ce groupe, c'est de se dire comment on peut agir sur les causes qui sont superflues. Et quand on voit un diagramme comme ça, on peut assez difficilement s'en rendre compte. Donc, je vais vous en proposer un autre de diagramme. Dans une petite seconde. Voilà, alors, que j'ai trouvé dans... c'est un diagramme qui vient de Cannes. Cannes, c'est Climate Action Network. C'est une organisation mondiale qui intervient dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Parce que moi, je me disais, bon, essayons de trouver un petit peu les causes, et les causes qui sont sur lesquelles on peut agir, nous, à notre niveau. Et ça, on en connaît tous certaines, mais j'ai voulu m'y pencher un peu, et je suis tombé là-dessus. Donc ça, c'est un rapport qui a été fait par justement cette organisation Cannes pour les Nations Unies, pour un sujet bien particulier sur lequel je ne vais pas trop m'attarder parce que le but, ce n'est pas non plus de s'attarder sur le livestock, c'est l'élevage. Donc, ce qu'on voit, c'est FAO Estimate, c'est les estimations de l'Organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation, qui montrent que l'élevage en général est responsable de 11% des émissions de gaz à effet de serre. Mais ce rapport, qui date de 2009, montre qu'en fait, au sommet de Kyoto, il y a de nombreuses données qui ont été pas prises en compte et qui sont hyper importantes dans la production des gaz à effet de serre. Et en étudiant l'élevage, ils ont vu qu'il y avait des données qui avaient été complètement passées à l'as, et notamment la respiration des espèces qu'on élève, qui sont responsables à 13% parce qu'elles émettent énormément de dioxyde de carbone, que ces données étaient complètement ignorées des précédents rapports et qu'elles devraient être intégrées dans les prochaines commissions, que si on devait prendre en compte dans le réchauffement climatique la déforestation, parce qu'on déforeste principalement parce qu'on souhaite planter des cultures dont on sait que la moitié est vouée à l'élevage, la moitié des cultures, et ça c'est un rapport de l'ONU que j'ai trouvé aussi, la moitié des cultures du monde sont vouées à l'élevage. Donc 50% des champs, on pourrait dire en France, sont voués à l'élevage, ce qui est quand même énorme. On ne peut pas penser que toutes les cultures, c'est fait pour faire des Kellogg's. C'est pas aussi simple que ça. Que le méthane avait complètement été mésestimé par ce rapport précédent de l'Organisation de l'alimentation et de l'agriculture, et qui serait responsable à 7%, 8% quasiment des émissions de gaz à effet de serre. Et que si on devait compter également, et ça je vais prendre le petit rapport pour ne pas me tromper, j'essaie de sourcer un minimum ce que je vous dis pour ne pas être dans l'invention, que le rapport dit que également les fluorocarbones, qui sont les gaz qui sont 1000 fois plus responsables des gaz du réchauffement de l'atmosphère que le CO2, eh ben on en emploie énormément pour réfrigérer la viande, par exemple, et tous les produits qui sont dérivés. Et que si on devait les inclure, c'est ce qu'on voit dans les 4 catégories. Dans les 4 catégories, other 4 categories, qui sont responsables à 8% des pourcentages de gaz à effet de serre, on voit que c'est quand même assez énorme. Mais également, ils ont pris en compte la cuisson, parce que pour cuire la viande, ça demande de beaucoup plus fortes températures, qui demandent une surconsommation de matières premières, de kérosène,
etc., que les déchets produits par l'industrie animalière produisaient également énormément de gaz à effet de serre, que la production, la distribution et l'élimination des sous-produits tels que le cuir, les plumes, la peau et tout ce qui est diverses parties des espèces élevées produisaient également énormément de gaz à effet de serre. Et autre chose aussi, que si on prenait en compte dans l'élevage le coût pour la santé et l'empreinte carbone d'avoir à traiter les zoonoses, par exemple, comme la grippe porcine et toutes ces autres choses, et la surconsommation d'énergie pour produire des hôpitaux et des médecines et des médicaments pour traiter ces maladies, que si on ajoutait tout ça, on devrait inclure à la note de l'élevage dans le monde qu'elle est responsable de 51% des gaz à effet de serre. Et ça, c'est un rapport qui a été publié à l'ONU, donc c'est quand même c'est plutôt fiable. Mais le sujet n'est pas là. Le but, ce n'est pas de parler de végétarisme ce soir, c'est d'essayer d'identifier l'esprit à la naissance de nos actions. Donc, quelques données supplémentaires avant de revenir sur l'esprit. Il faut 15 500 litres pour produire 1 kg de viande, 1800 pour produire 1 kg de soja. Là, j'ai parlé des impacts de l'élevage sur le réchauffement climatique, mais l'impact de l'élevage sur la pression hydrique, sur la pollution des sols est également énorme. On ne parle pas dans ce module sur le climat de seulement le réchauffement climatique. On essaie d'avoir une approche un peu plus globale. Je me suis alors posé une question. Je me suis dit, mais quel est le poids de notre méconnaissance dans la nutrition dans le réchauffement climatique? Et je vais être un peu plus particulier. Quelle est notre empreinte carbone d'ignorer que la viande n'est pas indispensable? Et encore une fois, ce n'est pas vraiment le sujet de la viande. J'aurais pu prendre un autre sujet. Le but, ce n'est pas d'essayer de nous convertir au végétarisme ou même de porter un jugement sur ceux qui mangent de la viande. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est seulement d'essayer d'observer ces données-là et de comprendre les causes. Si on devait comprendre les causes du réchauffement climatique, on peut les comprendre en termes techniques. C'est l'industrie, c'est ces choses-là. Mais avec ces données particulières, par exemple de l'élevage, on peut se poser la question, mais quelle est l'empreinte carbone du fait d'ignorer la nutrition, par exemple, d'ignorer qu'on n'est pas obligé de manger de la viande pour être en bonne santé? Quelle est l'empreinte carbone d'ignorer qu'une vache est un être sensible qui a des émotions, qui pleure quand elle est privée de ses veaux, qu'elle est liée aussi à sa progéniture? Quelle est l'empreinte carbone du souci exagéré de soi, de la non-mise en commun des ressources mondiales, de l'impression que les biens vont nous rendre heureux? Quelle est l'empreinte carbone de notre déni du réchauffement climatique qui nous pousse à ne pas agir? Ça, on en parlait dans Le Bug humain de Sébastien Boller, qui est un livre magnifique que je vous recommande. Quelle est l'empreinte carbone de notre latence à passer à l'action? Quelle est l'empreinte carbone de notre aveuglement qui fait qu'on préfère toujours quelque chose qui va nous apporter des bienfaits rapides plutôt que de se voir à long terme? Et on peut aller un peu plus loin, ça c'est en lien avec la méconnaissance, mais quelle est l'empreinte carbone de notre insatiabilité en général?
de toutes ces choses qu'on consomme et qui sont absolument superflues? Quelle est l'empreinte carbone de s'agripper à nos possessions, comme certains lobbies, par exemple, qui freinent le développement des énergies renouvelables parce que ça nuit à leurs intérêts? Quelle est l'empreinte carbone des choses qu'on achète et qu'on ne consommera pas, des choses qu'on achète et qu'on jette avant de les avoir consommées, des choses qu'on achète trop et qu'on jette aussi? Quelle est l'empreinte carbone en général de notre insatiabilité? Donc ça, c'est dans le bouddhisme, c'est un des trois, ce qu'on appelle des poisons, parce que ça, c'est un poison de l'esprit, c'est quelque chose qui ne nous fait pas vivre plus confortablement, bien au contraire. Ça heurte l'esprit, ça blesse l'esprit, ça nous fait perdre la paix de l'esprit. Et on a vu la méconnaissance, qui est un des poisons fondamentaux, mais il y a aussi cette insatiabilité, cette avidité. Et le troisième, c'est l'aversion. Quelle est l'empreinte carbone de l'hostilité qui fait qu'on ne met pas en commun les ressources parce qu'il y a des tensions commerciales, diplomatiques, des guerres, qu'on se lance dans une compétition vaine? Quelle est l'empreinte carbone d'avoir à maintenir des armées, par exemple, de construire des murs, de toute cette chimie qu'on développe et de toute cette empreinte carbone de la production des armes? Quelle est l'empreinte carbone de notre hostilité dans la production radioactive, par exemple? Les déchets, qui sont les déchets de guerre. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'était l'esprit à la naissance de nos actions, et on peut raisonner le réchauffement climatique avec de nombreuses variables, mais je pensais que tenter, en tout cas, je le fais vraiment avec, c'est un essai, j'essaie d'apporter un peu de clarté sur le thème du climat avec ce que j'ai appris du bouddhisme, et je pense que c'est possible parce que c'est un des obstacles qu'on vit, que le bouddhisme est censé nous aider à vivre mieux tous les obstacles. Donc je me suis dit, mais quand on voit ça et la partie importante de ces freins mentaux qui font qu'on n'agit pas ou on agit à consommer du superflu, et quand on voit que l'élevage, par exemple, est responsable de 50% alors qu'il n'est pas indispensable, on se dit, mais est-ce que nos perturbations mentales, ces choses qui nous animent, nos émotions, n'ont pas une partie capitale à jouer dans ces causes? Alors j'ai regardé sur Google, j'ai tapé l'avidité, cause du réchauffement climatique, dans ma naïveté. Et j'ai rien trouvé, bien évidemment. J'ai rien trouvé. J'ai tapé la colère, cause du réchauffement climatique, j'ai rien trouvé. Donc, je n'ai pas pu trouver d'études, parce que ça semble un petit peu abstrait peut-être de raisonner comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce qu'on vient de voir, c'est quand même très, très peu pratique. On ne va pas tous se mettre à méditer, c'est complètement impossible. Ça prendrait trop de temps de convertir tout le monde à la méditation, et qu'en comprenant par la méditation les problèmes liés à l'insatiabilité, c'est vrai qu'on agirait à réduire notre consommation, mais c'est complètement infaisable. Ce n'est pas vraiment une réponse. Mais je n'ai pas dit qu'il s'agissait d'une solution miracle. Est-ce que nous sommes, nous, individuellement, ceux qui doivent trouver une solution miracle? Est-ce qu'il y a dans le réchauffement climatique une solution miracle? Ben, si c'était le cas, ben, je pense que ça se saurait. Et parfois, ça c'est un autre enseignement du bouddhisme, dans le samsara, parfois, il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de bonne solution. Dans certains des grands conflits de ce monde, parfois, il n'y a pas de bonne solution. Et peut-être que pour la planète, on doit accepter qu'il n'y ait pas de solution miracle. Et repenser un peu à ce qu'on a vu la fois dernière. Le but n'est pas de revenir à cette terre idyllique, cette terre de notre enfance qui n'a peut-être jamais
exister ailleurs que dans notre imagination, parce que la Terre, sa promesse n'est pas de nous rendre heureux. La Terre est faite de changements, de transformations profondes, et qu'au final, à toute époque, les êtres ont quand même vécu des maladies, la misère, des déceptions, et que la Terre, même si elle est idyllique, n'est pas la promesse de notre bonheur. Elle n'est pas productrice du bonheur, la planète. Elle peut y contribuer, mais elle n'est pas productrice. Ce n'est pas une cause substantielle du bonheur. Donc peut-être que notre champ d'action est limité, mais peut-être qu'on peut faire de notre mieux. Et peut-être que faire de notre mieux, c'est d'agir sur l'esprit. Parce que plutôt que de se contraindre à faire quelque chose qu'on ne veut pas, plutôt que de se contraindre à arrêter de prendre l'avion alors qu'on en a vraiment envie et qu'on pense qu'on a vraiment besoin de vacances, est-ce qu'on ne peut pas essayer de travailler sur la motivation, travailler sur l'esprit, plutôt que de se contraindre à faire quelque chose qu'on ne veut pas? Si on comprend le caractère vain d'une possession matérielle insatiable, par exemple, est-ce qu'on ne va pas développer un sens de la frugalité et passer à l'action pour réduire notre consommation? Plutôt que de se contraindre à faire quelque chose qu'on ne veut pas, si on comprend le caractère vain de l'hostilité, de la colère, de la haine, quand il s'agit de traiter à long terme les problèmes globaux, est-ce qu'on ne va pas passer à l'action et développer sur le terrain plus d'entraide, d'abnégation, de solidarité, d'échange? Et plutôt que de se contraindre à faire quelque chose qu'on ne veut pas, si on comprend le caractère tronqué de la méconnaissance, le fait d'ignorer les variables, d'ignorer qu'on n'est pas obligé de, par exemple, oui, encore une fois, de manger de la viande pour être en bonne santé, est-ce qu'on ne va pas apporter des solutions adaptées si on comprend ces variables? Et ça, c'est les trois poisons, c'est ces trois poisons de l'esprit que sont l'avidité, l'hostilité et l'ignorance. Quand j'étais en Australie en 2012, c'était juste après, je crois, le tsunami au Japon. Et j'ai assisté à une méditation par un moine. Je ne sais plus si c'était un moine zen ou un moine tibétain. Et on était un peu sous le choc de voir la centrale, l'explosion de la centrale. C'était un choc. Et il y avait une communauté japonaise assez importante à cette époque. Et à la fin, on a demandé à ce moine, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il a eu cette réponse très brève, transformez votre esprit. Et sur le moment, j'étais un petit peu dans ma période hippie, j'ai pensé, waouh, ça c'est quand même puissant. Il parle à des Japonais, parce qu'il y avait peut-être 50% de Japonais dans la salle. Il leur a dit, transformez votre esprit. Et j'ai trouvé ça super cool. Je me suis dit, mais ouais, mais bien sûr. Et une partie de mon esprit me disait, mais c'est pas très pratique ça. Et quelques années après, de travail dans le bouddhisme, je me suis rendu compte que oui, c'est une vraie solution. C'est une vraie solution. À une vidéo qui montre Thich Nhat Hanh à répondre à la question de la désobéissance civile, il a cette réponse magnifique. Il dit un des meilleurs moyens d'agir, c'est d'avoir de la compassion, et plutôt que d'écrire des lettres de protestation, de protester, écrivez une lettre d'amour à vos dirigeants en leur disant, je peux vous lire l'extrait de cette lettre que j'ai notée. La meilleure manière est de montrer l'exemple, montrer une communauté de paix, d'entraide, écrire une lettre de support aux membres du Congrès, au président, écrire une lettre de protestation, ils ne changeront pas. Alors, Monsieur le Président, je sais que vous avez beaucoup de difficultés, de souffrances, je sais cela. Vous voulez réaliser votre rêve pour votre pays, pour votre peuple, mais vous ne pouvez pas, je comprends. Et nous avons quelque chose à vous suggérer. L'aider à reconnaître la peur en lui, l'aider à reconnaître son avidité, et que son avidité et sa colère l'empêchent de réaliser son rêve à ce président. On peut penser que ce n'est pas pratique, mais à long terme, je pense que c'est une vraie solution. Et moi, j'y crois profondément à ça, que Gandhi disait soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, et ce changement, il commence dans l'esprit.
il commence toujours dans l'esprit. Il commence par comprendre la justification de nos actions, pourquoi on agit. Donc à cette phrase du moine en Australie, je pense que oui, ça offre une vraie réponse. Donc on va terminer cette présentation